Le podcast de la CPTS Paris 8. On va parler autisme, on va parler musique avec Martina Nierhausen, qui est neuromusicothérapeute. Martina, merci d'être venue à ce micro. Il y a eu une soirée organisée par la CPTS 8 où tu as fait un topo magnifique sur l'autisme qui a intéressé tout le monde, d'où l'idée de faire ce podcast. Cette conférence a été suivie d'un concert où des autistes participaient et qui a été magnifique et que tout le monde va pouvoir retrouver sur le site de la CPTS 8. Explique-nous un petit peu, dis-nous ce que c'est, alors peut-être pas la définition de l'autisme, mais en fait tous tes travaux, parce que je sais que tu travailles beaucoup sur l'autisme. Effectivement, depuis 25 ans, je travaille avec des personnes présentant des troubles du spectre autistique et avec des groupes aussi. Et ces personnes m'ont toujours beaucoup intéressée parce que je les trouve très touchantes, d'une part. Et d'autre part, comme j'utilise la musique, ça tombe vraiment bien parce que Léo Kanner, en 1943, travaillait dans un très grand hôpital en tant que pédopsychiatre. Il était autrichien, mais il travaillait aux États-Unis. Et donc, il y avait plein de petits patients. Et il s'est dit, mais il y en a 11 parmi eux qui ne sont pas comme les autres. Ils ne souffrent pas de schizophrénie infantile. Ils sont repliés sur eux-mêmes. Ils ont des difficultés sociales pour s'attacher à d'autres personnes. Ils ont des intérêts spécifiques. Mais tous les 11 aiment la musique. Et ces personnes-là, je vais les appeler autistes. Et ce qu'il avait remarqué en 1943 est resté justement ce qu'on peut voir actuellement chez les personnes autistes. Eh bien, elles sont repliées sur elles-mêmes, elles ont beaucoup de mal avec des contacts sociaux et elles ont des intérêts spécifiques. Et la musique, ils adorent tous la musique. Mais voyons d'abord comment la musique interagit sur notre cerveau, qu'on soit autiste ou pas d'ailleurs. Donc cette aventure formidable commence dans les années 90 avec deux neuroscientifiques qui s'appellent Robert Zatorre et Anne Blood, qui travaillent tous les deux à l'Institut McGill à Montréal. Et un jour, ils se disent, mais pourquoi n'irait-on pas à la recherche du centre de la musique dans le cerveau ? Maintenant qu'on sait où se trouve le centre de la parole, ça on sait que c'est au-dessus du sourcil gauche, l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, bien sûr, on pourrait trouver le centre de la musique. Avant, il fallait attendre que les patients décèdent pour faire des autopsies. Mais là, depuis qu'on a les IRM, les PET scans et tout, ça va être hyper pratique. On va demander à des sujets de faire des expériences, on les met dans le tube, on leur met de la musique et on voit quelle partie du cerveau fonctionne le plus. Tiens, moi, je te parie que ce sera l'autre côté, puisque l'aire de la parole est du côté gauche. Tiens, je te parie que ce sera du côté droit. Et ils disent, mais pour être sûr de ne pas influencer le patient, on va mettre des musiques moches. Alors tu peux me demander, mais c'est quoi une musique moche ? Par exemple, la musique de Psychose de Hitchcock, je trouve ça une musique en tout cas angoissante. Moche, ça veut dire angoissant Angoissant, dissonant, enfin, que la plupart des gens trouvent vraiment pas agréable. Et donc ils mettent les sujets dans le tube, comme ils ont prévu, et là, grosse déception, il n'y a pas un endroit particulier qui se met à flashouiller. Non, il y a tout le cerveau qui travaille, mais pas un endroit spécifique. Donc, ils disent c'est quand même dommage, on a raté notre expérience. Bon, tant qu'à faire, maintenant qu'on a les sujets, on va les remettre dans le tube et on va leur mettre des musiques qu'ils adorent et on va voir ce qui se passe. Et là, ils font ce test et très étonnamment, ils voient que quand on met la musique préférée d'un patient, cela active un centre dans le cerveau qu'on appelle le centre de la récompense et du plaisir. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ce petit centre ne s'active que lorsqu'on fait quelque chose pour la survie de notre espèce. Donc, par exemple, manger et boire, on comprend très bien que si l'humain ne mange et ne boit plus, on va tous mourir de faim et de soif. Faire du sport, parce que si tu sors dans la rue et tu rencontres un mammouth, il va falloir que tu cours très vite pour partir. Faire l'amour, sinon on ne procrée plus et voilà, c'est la fin de tout. Et aussi la musique. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que ça prouve que lors de l'évolution de l'humain, la musique a eu une importance capitale
pour que dans notre ADN, quelque chose soit inscrit et pour que ça stimule ce centre du plaisir et de la récompense. Bon, je pourrais aussi développer ça, mais ça va faire trop long, donc j'en parlerai une autre fois si tu veux. Quand tu dis musique, en fait, ça sous-entend quoi? Parce qu'il y a les sons qui peuvent changer de fréquence, etc. C'est-à-dire passer d'une note à une autre, mais il y a aussi la rythmique. Est-ce que la musique comprend toujours une rythmique avec des sons et des accords, par exemple, ou ça peut être qu'une rythmique ou que euh, des sons sans rythmique? Mais tes sons, ils vont quand même devoir changer à un moment ou à un autre, donc il y Oui. aura forcément une rythmique. C'est-à-dire que chaque élément de la musique va stimuler un endroit précis dans le cerveau. Si tu te balades dans la rue, tu entends un bruit. Tu te dis, mais c'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est de la musique ou c'est un marteau-piqueur, par exemple? Déjà, là, tu fais travailler les ganglions de la base et les aires cochléaires. Après, tu te dis, ah bah tiens, finalement, c'est de la musique. C'est une musique que je connais ou c'est une musique que je connais pas? Là, tu fais travailler quoi? Tu fais travailler ta mémoire, tu fais travailler tes hippocampes. Ça, c'est hyper intéressant, par exemple, pour les personnes qui ont Alzheimer. Est-ce qu'ils vont reconnaître la musique, etc. Après, tu te dis, ah ben, cette musique, elle est trop bien, je vais taper dans les mains, elle me donne envie de danser. Là, c'est le rythme de la musique. Le rythme de la musique va activer le cervelet et va faire qu'on va libérer de la dopamine. Donc, le rythme va activer le cervelet. Après, tu te dis, mais est-ce qu'il y a des paroles sur cette musique? Est-ce des paroles en français? Est-ce que je les connais? Là, tu vas activer l'air de Broca et de Wernicke. Et, très important aussi, est-ce que cette musique me rend triste ou gai? Et là, tu vas activer le système limbique, le système des émotions. Et ça aussi, c'est très important pour les personnes autistes, parce qu'on remarque qu'une personne autiste ne voit pas bien, ne peut pas déchiffrer sur un visage les émotions de quelqu'un. Toutefois, des études ont été menées et quand on leur passe des musiques, elles savent si c'est une musique triste ou une musique gaie. Donc, l'équipe de Blood et Zator voit que le cerveau sécrète de la dopamine, mais pas que, comme j'avais dit. On voit aussi que très rapidement, le cerveau va sécréter des opioïdes, donc des antidouleurs hyper puissants, qu'il va y avoir une baisse de cortisol, le cortisol étant bien évidemment l'hormone du stress. Parallèlement à la baisse du cortisol, on va avoir une augmentation de la sérotonine donc antidépresseur, et aussi d'ocytocine. L'ocytocine qu'on appelle aussi l'hormone de l'attachement et du lien social. Ça aussi, c'est hyper important pour les personnes qui présentent des troubles du spectre autistique, parce que très souvent, on a noté qu'elles manquent d'ocytocine. Et d'ailleurs, un test a été mené. Si tu montres une photo d'un parent à une personne autiste, très souvent, il ne reconnaît pas cette photo, il ne reconnaît pas qui est sur la photo. Et des chercheurs ont développé maintenant un spray nasal à base d'ocytocine de synthèse. Et s'ils prennent quelques puffs nasaux de ce produit, eh bien, au bout de 20 minutes, ils sont capables de reconnaître les personnes sur les photos. Donc, on voit bien l'influence de l'ocytocine sur ces personnes. Et donc, ça leur fait tout autant de bien d'écouter de la musique. Il faut écouter ou faire de la musique pendant au moins 20 minutes pour avoir les effets bénéfiques dont je parle. Et 20 minutes de musique, ben, c'est aussi efficace que finalement des puffs d'ocytocine de synthèse. Est-ce qu'on voit une différence entre ceux qui écoutent la musique seulement et ceux qui la font? Oui, tout à fait. Ça marche beaucoup mieux quand on incite une personne à en faire, à chanter, à danser, à bouger, à siffler. D'accord. Et donc, la musique a un effet sur le cerveau certain. Est-ce qu'on peut l'utiliser donc pour diminuer, par exemple, des douleurs, diminuer des émotions, s'en servir comme thérapeutique? Mais tout à fait. Tout à fait. J'ai utilisé la musique avec des patients après les opérations en tant qu'antidouleur, par exemple. J'ai aussi utilisé de la musique avec des personnes en soins palliatifs, en fin de vie. On a essayé de trouver des musiques qu'elles aimaient pour chanter avec eux, pour raviver des souvenirs, aussi pour recréer des liens avec de la famille qu'ils avaient peut-être perdu de vue, pour raviver de bons souvenirs. Et c'était tellement intéressant. On avait fait des playlists avec les musiques que ces patients aimaient beaucoup. Et on avait gravé des CD. Et ces patients demandaient à ce qu'on mette le CD pendant qu'on leur faisait la toilette ou pendant qu'on leur faisait des soins douloureux.
Donc voilà vraiment l'effet antidouleur que cette musique pouvait avoir pour eux. Et alors, dans l'autisme, l'utilisation de la musicothérapie a ouvert de nouvelles perspectives, à la fois dans la pratique ou dans l'écoute de la musique. Oui, oui, il arrive très souvent que je fasse des montages, ce qu'on appelle un montage en U, pour une personne autiste. Donc là, je vais utiliser un schéma spécifique pour qu'il puisse se relaxer et pour qu'il puisse se sentir moins agressé. Parce qu'il faut savoir qu'une personne autiste, eh bien, il a un super cerveau finalement, un cerveau comme le nôtre, mais il est câblé différemment. Et il y a beaucoup de choses dans notre monde à nous qui vont l'agresser et qui vont faire en sorte qu'il se sente très angoissé et qu'il se sente très mal. Une des spécificités de toute personne autiste, alors bien évidemment, il y a toutes sortes de stades, de niveaux différents d'autisme, mais à peu près toutes ont finalement trop de sensations. Elles entendent mieux que nous, ce qui fait que les bruits pour eux peuvent être très agressifs. D'ailleurs, maintenant, de plus en plus souvent dans le métro, on voit des personnes autistes qui portent des casques anti-bruit, ou même lors des repas ou dans des restaurants. Elles sentent beaucoup mieux que nous, elles sont très gênées par la lumière, donc elles portent souvent des lunettes de soleil aussi. En fait, elles ont beaucoup trop de... De sensations. Oui, leur monde est beaucoup plus sensoriel que le nôtre. Donc, imagine de voir, par exemple, un bon exemple, c'est un parallélisme entre, tu fais une conférence quand tu es sur un grand 8 chez Disney ou au parc Astérix. Comment tu pourrais t'en sortir pour dire 3 phrases qui se tiennent pendant que tu es dans le wagon du grand 8 Avec la tête en bas. avec la tête en bas. Mais c'est exactement ce qu'elles ressentent. Et c'est pour ça qu'elles sont très très mal et qu'elles se fatiguent aussi très très vite, parce qu'il faut qu'elles se battent contre tout ça. Alors, j'entends bien ce que tu nous dis, mais j'ai remarqué que dans le concert, justement, les gens n'étaient absolument pas gênés par le niveau sonore. Et quand la Reine de la Nuit fait ses contrefas, ça atteint un niveau sonore très important. Ils n'ont pas l'air absolument gênés. Donc, c'est peut-être pas que l'intensité qui fait, ou alors peut-être que la musique fait qu'ils sont moins gênés. D'une part, c'est de la musique qu'ils connaissent, vu que nous avons répété depuis pas mal de mois cette musique-là. Et d'autre part, chez Cœur Battant, on les a accueillis depuis plusieurs années et on a essayé de créer pour eux une atmosphère vraiment relaxante. Ils sont entourés de personnes extrêmement bienveillantes, que j'ai d'ailleurs briefées et formées pour qu'ils s'adressent d'une façon spécifique à ces personnes, pour les mettre à l'aise et en confiance. Et je pense que la réussite, c'est de les voir là en concert, chanter devant un public d'une façon tout à fait détendue et en confiance. Et j'invite tout le monde à aller regarder la vidéo du concert, qui est un concert court, hein, ça dure 25 minutes exactement, parce qu'on voit qu'ils sont heureux, là, et que tout le monde l'est d'ailleurs. Tout le monde rigole, c'est très sympa. C'est vrai, c'est vrai. Puis il y a d'autres choses aussi. Il faut faire très attention avec les consignes qu'on donne à une personne autiste. Il ne faut jamais donner plusieurs consignes en même temps. Je m'imagine toujours une personne autiste qui entre dans un cabinet médical. Si le médecin lui dit enlevez votre manteau, asseyez-vous, eh bien il ne va pas bouger parce qu'il a eu 2 consignes en même temps. Enlevez votre manteau, asseyez-vous. Il aurait fallu dire bonjour, tout d'abord vous allez enlever votre manteau et ensuite vous allez vous asseoir. Et c'est justement ce que j'ai appris à mes choristes, c'est quand ils s'adressent à ces personnes autistes, de vraiment détailler toutes les étapes de ce qu'on va faire et pour qu'elles se sentent en confiance. D'accord. Il y a des difficultés aussi, c'est que j'ai aussi dit à tout le monde qu'il ne fallait surtout pas utiliser des métaphores et que ces personnes ont très rarement le sens de l'humour. Donc si vous dites à une personne autiste, donne ta langue au chat, il va absolument pas comprendre ce que vous voulez dire. J'ai dit un jour aussi, après une répétition, c'était un peu le bout du genou. Ils ont tous touché leur genou pour voir s'ils avaient un problème de genou. Et ça, c'est vraiment caractéristique pour quasiment toutes les personnes autistes. Très bien. Autre chose à ajouter, Martina? Mais j'aimerais justement tellement que toutes les personnes se rendent compte que si dans la rue, elles croisent quelqu'un qui n'a pas l'air à l'aise, qui a l'air très renfermé, qui
peut peut-être piquer une crise, peut-être crier, ben peut-être qu'elles ont affaire à une personne autiste, oui ou non diagnostiquée, vu que ça ne fait pas depuis très très longtemps qu'on peut diagnostiquer des personnes. Et je crois que le monde est quand même plein de personnes adultes autistes non diagnostiquées qui ont besoin d'aide. Et j'aimerais tellement que les choses soient faites pour leur faciliter la vie. Et comment ça peut se passer? Ça passe par le médecin généraliste, l'infirmière, les parents? Parce que ça se découvre à partir de quel âge vraiment? À présent, le diagnostic peut être posé dès 18 à 2 mois, mais je pense surtout à tous les autistes adultes dans le monde, parce qu'en France, on dénombre maintenant 800 000 personnes autistes diagnostiquées. C'est quand même énorme. Il doit y avoir plein d'adultes non diagnostiqués qu'il faudrait aider. Et ça, avec un peu d'information, comme j'essaye de vous le faire là, on peut très facilement remarquer que cette personne a peut-être des troubles autistiques et a besoin d'être adressée d'une façon différente, avec une voix très douce. Crier sur une personne autiste, ça sert absolument à rien. Là, vous allez juste faire en sorte qu'elle va partir en crise. Alors, une crise autistique, ça peut se présenter de deux façons. Ou bien la personne explose, se met à crier, à taper, et dans ce cas, il faut surtout s'éloigner d'elle et la laisser se calmer. Elle va finir par se calmer si vous disparaissez de son champ de vision. Ou bien elle va imploser. Ça veut dire qu'elle va aller s'asseoir dans un coin, recroqueviller, ne plus regarder, peut-être se cacher les yeux, mettre les pouces dans les oreilles pour ne pas entendre non plus. Et là aussi, faut lui laisser du temps pour qu'elle puisse se reposer et revenir dans notre monde. En conclusion, Martina, qu'est-ce qu'on peut dire sur autisme et musique? Eh bien, tout d'abord que l'autisme n'est pas une maladie. L'autisme, c'est une neurodiversité. Une personne autiste n'est pas malade. On ne peut pas la soigner. Il faut faire en sorte, je trouve, de rendre notre monde le plus sympathique pour elle, pour qu'elle se sente bien dedans. Et un excellent moyen, justement, d'entrer en communication avec une personne autiste, c'est la musique. Parce que, comme l'a dit Léo Kanner en 1943, eh bien, ils aiment tous la musique. Merci beaucoup, Martina.